Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir comme conférencier invité M. Tom Creary. M. Creary est directeur général et associé de principal chez Westbridge One, qui est un cabinet spécialisé dans le développement et la mise en œuvre de stratégies de pénétration de marché américain pour les entreprises québécoises. M. Curry a aussi œuvré durant de nombreuses années dans différents postes gouvernementaux ou d'affaires publiques et également, M. Curry est le fondateur de AmCham Québec. Tom, je te laisse la parole. All right, c'est bien. Merci, David. Et Matthew, thanks for joining us on this. Je vais partager quelques expériences que j'ai, quelques perspectives que j'ai sur le développement aux États-Unis. C'est quelque chose que j'apprends depuis euh, toute une longue carrière, en fait, compte, tu sais, mais depuis 15-20 ans, je consacre la plupart de mon temps à aider les entreprises québécoises à pénétrer le marché américain avec une stratégie, avec un plan et tout ça. Donc, je vais partager avec vous quelques perspectives. D'abord, relatives aux différences qui existent entre le milieu des affaires des États-Unis et celle du Québec et au Canada. Donc, David, le prochain. Euh, mais ces différences sont à la fois structurelles et culturelles, et ce qui amène à des pratiques d'affaires assez différentes et remarquables quand même. Donc, d'abord, au niveau de la taille du marché, comme vous savez tous, la population des États-Unis est en fait 39 fois supérieure à celle du Québec. En plus, il y a 12 régions très distinctes l'une des autres. Puis ça me surprend parfois là, au niveau de comment faire affaire entre là, la Floride et le Minnesota. Les perspectives des gens sont très différentes. Puis ça existe généralement entre chacun de ces régions. Donc, il existe 50 États américains avec, dans le fond, 50 différents ensembles de règlements sur presque tout. Puis chaque État a ses propres taxes et régimes d'impôts corporatifs. Il faut tenir compte de ça quand vous faites affaire aux États-Unis. Et donc, et au niveau de la concurrence, vous pouvez imaginer que c'est très concurrentiel aux États-Unis. C'est que très compétitif. Comme j'ai dit ici, là, si vous avez deux compétiteurs au Québec, vous en aurez probablement 10 à 15 aux États-Unis. Les entrepreneurs sont souvent étonnés de voir, là, de découvrir là, qu'il y a autant de personnes, autant de compagnies qui sont dans leur domaine aux États-Unis, mais c'est une réalité. Et donc, le prochain. Euh, accès au financement et capital de risque pour le financement bancaire, la différence, il y a une grosse différence. Il y a 7 banques au Canada. Chacun de ces banques-là opère généralement de la même façon, tandis qu'aux États-Unis, il y en a plus de 5000 banques aux États-Unis. Si vous avez une difficulté, n'obtenez pas une réponse favorable d'une, il y en a plein d'autres. Donc, ça, c'est beaucoup plus facile l'accès au financement aux États-Unis et ça va ainsi de suite aussi pour le capital de risque, beaucoup plus accessible aux États-Unis. Au niveau du capital de risque, là, pour startups, les financiers américains peuvent facilement investir dans 25 compagnies et ils s'attendent à avoir une qui marche. Mais tandis qu'au Canada, les financiers de capital de risque sont beaucoup plus conservateurs et puis euh, ils acceptent beaucoup moins d'investir dans plusieurs entreprises à la fois. C'est plus difficile. David, le prochain. Euh, au niveau des différences structurelles, le rôle du gouvernement canadien et plus particulièrement les Québécois, on s'attend à voir de voter pour du bon gouvernement. Et puis, ça m'étonne à chaque fois là, tu sais, que je vois comment les gens, comment est-ce qu'ils voient les gouvernements aux États-Unis. Dans le fond, ils votent pour le moins de gouvernements possible. Euh, ils voient les gouvernements comme des entraves, comme une entrave à la liberté individuelle.
Tandis qu'ici au Québec, généralement, on vote pour le bon gouvernement. Prochain, David. Euh, Au niveau des différences culturelles, il y en a plusieurs. Et puis, au niveau de la liberté, les Canadiens acceptent généralement les limitations sur la liberté individuelle dans l'intérêt du bien commun, tandis que les Américains, en grande partie, ne les acceptent pas. Freedom, freedom, freedom. Et puis, au niveau de la création de la richesse, les Américains l'adoptent. C'est vraiment un credo chez les Américains. What's good for business is good for the country, is good for the United States. Mais ici, les Canadiens s'en méfient au niveau beaucoup plus. Tout est relatif. Mais la création de la richesse, on a tendance à se méfier de ça ici au Canada. Prochain. La culture du travail, c'est bien important. Il faut reconnaître ça. Pour les Américains, la philosophie est de finir le travail, get the job done. Pour les Canadiens, on a tendance de consacrer le temps pour lequel je suis payé. C'est une mentalité différente. Je pense que vous serez d'accord que c'est que les gens s'attendent à travailler de 9 à 5 ici au Canada, à quelques exceptions près. Mais l'heure à 5 heures, c'est l'heure pour lâcher, tâche finie ou pas. Et je vais vous donner un exemple. Le prochain diapo. Il y a quelques années, j'étais le numéro 2 dans une entreprise de Montréal qui faisait des applications, des B2B, des applications d'affaires B2B. J'avais 2 équipes de développeurs, une à Montréal, une au New Jersey. La tendance de l'équipe de New Jersey, c'était de finir le travail, finir le job, get it done, même si là, cela occasionnait les départs à 6 heures ou 6h30 ou plus tard encore. Mais l'équipe de Montréal lâchait sans faute à 5 heures, 17 heures, job fini ou pas. Et par la suite, David, c'était pas l'équipe de Montréal qui recevait les plus gros bonnets à la fin de l'année. C'était dommage. Et parce que la gang à New Jersey était déterminée à finir le job, même si ça les occasionnait de rester plus tard les soirs. Et dans l'intérêt d'une plus grande vitesse, on consacrait les plus importantes nouvelles créations de logiciels à l'équipe américaine. C'était vraiment dommage. La prochaine. Et puis, au niveau des différences culturelles encore, c'est question de considération de risque. Une aversion au risque. Les entreprises canadiennes sont relativement complaisantes et essaient généralement d'éviter des risques. Tout est relatif. Mais ce n'est pas le cas avec la plupart des entrepreneurs américains. C'est plutôt une mentalité, let's go, let's think it through, but let's go. If there's no risk, there's no gain. OK, le prochain, différence culturelle encore. Probablement, quand vous allez aux États-Unis, vous êtes à Burlington ou à New York, à Boston, les Américains vont dire rapidement, how are you on the street? Très friendly, comme on dit. Mais si on fait ça ici à Montréal, plus souvent qu'autrement, les gens ici vont dire, qu'est-ce que je le connais pas, qu'est-ce qu'il veut de moi? Et c'est une mentalité très différente quant à cela. Une fois qu'on connaît quelqu'un ici, c'est très chaleureux ici au Québec. C'est chaleureux aux États-Unis aussi, mais particulièrement ici. Mais au début, le contact est plus difficile ici. Et puis, lors des premiers contacts en affaires, l'Américain s'intéresse en premier lieu à ce que vous avez à offrir. What have you got? Et tandis qu'ici, l'homme d'affaires québécois ou canadien, même en Ontario, vont avoir tendance à savoir un petit peu plus sur la personne avec qui il va faire affaire avant de discuter quelque chose de concret en affaires. Get to know you a bit more before I talk business with you. C'est très différent. Et puis, là, au niveau avec les Américains, là, si vous commencez avec quelque chose comme ça, les gens vont probablement démontrer une certaine impatience.
What have you got? Let's talk about that sort of thing. Prochain. Au niveau, les Américains ne craignent pas l'innovation ou les nouvelles façons de faire les choses. Ils sont toujours en train d'innover. Relativement parlant encore, les Canadiens cherchent plutôt instinctivement un niveau de confort. Et puis aussi, on se méfie du succès on se méfie du succès avec un certain degré de jalousie. Je vais donner un exemple. Un Américain prospère probablement va conduire un Cadillac ou quelque chose de similaire pour démontrer sa réussite. Tandis qu'ici, un Canadien relativement prospère conduirait probablement un VUS raisonnable, un SUV afin d'éviter d'attirer les regards de jalousie. Ça m'a été souligné par le PDG d'une compagnie du Québec qui était multimillionnaire, puis il dit, je conduis un Ford pour éviter que les gens soient jaloux de moi. Puis c'est pas le cas aux États-Unis, généralement parlant. La prochaine. Et puis, ici, au niveau des engagements, c'est très important de faire en affaire, de reconnaître, tu sais, la parole aux États-Unis, c'est le contrat. La parole, c'est le contrat. Ici, relativement parlant, si c'est pas écrit, c'est pas un contrat encore. Donc, si vous faites une promesse à un client ou un fournisseur aux États-Unis, lui, il considère, c'est vraiment, c'est bâclé, c'est le contrat. Il faut tenir compte de ça. Et au niveau de l'adoption des nouvelles technologies, j'ai eu tendance, c'est longue date, j'étais chez les compagnies, et avec des innovations, on ne testait pas des choses ici au Canada, à Montréal, ni non plus à Toronto. Les gens ici, ils adoptent difficilement les nouvelles technologies, à moins que ça ait été prouvé aux États-Unis. Un compétiteur l'utilise à leur détriment, ou bien donc la société mère étrangère exige son utilisation. Prochain. Et un exemple, je vais vous donner un exemple de ça. Dans une autre entreprise pour laquelle j'ai œuvré, nous avions besoin de tester le marché pour une nouvelle application B2B encore. C'était dans un autre créneau des logiciels, mais il fallait qu'on teste le marché pour de nouveaux produits. J'ai envoyé deux représentants, un à Toronto et l'un à New York pour lui demander quand il présente le nouveau produit à des gens, quelle sera la réaction qu'il va avoir. Puis les deux sont revenus. La réaction à Toronto, celui qui était à Toronto, le représentant m'a dit que la réponse c'était généralement de qui il parlait. Il dit, je peux pas faire ça. I can't do what you're asking. I can lose my job if I recommend this and it doesn't work. Vraiment une attitude très conservateur quant à l'adoption des nouvelles technologies. Tandis que la personne qui est venue de New York, il dit ça a bien été. Le gars, il m'a dit, let's do it. I can be a hero if this works. If it doesn't, you'll never see me again, but let's try it. Et puis, ça m'a été prouvé X nombre de fois. You have something new, get it tested in the United States. Et puis, c'est dommage, mais c'est comme ça. La prochaine. Quoi ça amène tout ça, là? C'est que, avec tout ce que j'ai dit, là, tu sais, premièrement, les États-Unis représentent un marché de test pour tout ce qui est nouveau, technologie, produits, applications, systèmes, nouveaux modèles d'affaires, puis ça va continuer. Là-bas, on ne craint pas ce qui est nouveau, mais il faut que ça marche. Donc, ça veut dire que pour tester un nouveau produit du service, comme j'ai dit il y a quelques minutes, ne perdez pas votre temps à tester au Canada, malheureusement, faites-le avec des clients potentiels aux États-Unis. Donc, les règles de base pour faire affaire aux États-Unis, il y en a 12 qui sont assez standards dans chacun des cas. Genre, ça pourrait être probablement 30 compagnies que j'ai amenées aux États-Unis. Puis les règles de base sont pas mal les mêmes. D'abord, faites vos recherches.
Do your due diligence sur l'industrie, la structure, le marché, les joueurs, les clients cibles. Les Américains n'ont pas de patience avec quelqu'un qui a pas fait ses devoirs. Deuxièmement, américaniser le plus possible votre identifié et votre offre. Minimiser le plus possible que votre identifiable, identité, qu'on voit sur le site web ou sur votre carte d'affaires, minimiser le plus possible que c'est étangère. Comme j'ai dit ici, là, soyez conscient que vous allez proposer un potentiel client de déloger ou remplacer un fournisseur américain déjà en place. You'll always be trying to displace somebody who's already there. Et puis les Américains sont généralement très patriotiques. Puis donc, ils se méfient un peu des fournisseurs étrangers. Donc, soyez conscients de ça. Troisièmement, ne pensez jamais que votre produit-service est totalement unique ou remplaçable. J'ai rencontré un nombre d'entrepreneurs ici au Québec qui disent que ça va vendre comme des petites patates chaudes, comme des petits pains chauds, parce que il n'y a pas de concurrence. Vous aurez surpris. Les gens utilisent toujours quelque chose qui est déjà existant pour répondre à un besoin, surtout aux États-Unis. Vous proposez quelque chose autre que le produit ou le système avec lequel ils sont familiers. They've already got something they're using for the product you're talking about. Fourth, connaître à fond vos compétiteurs. Ils sont qui? Ils font quoi? Ils vendent à qui? C'est quoi leur force? Comment vous allez vous positionner par rapport à eux? Et puis surtout, comment allez-vous les battre? Vraiment penser à ça. Et puis de connaître le plus que possible vos compétiteurs. Et quand vous rencontrez un client potentiel, c'est qu'ils vont vous poser, c'est how are you different from your competitors? Il faut être capable de le dire. OK? Cinquièmement, cibler. N'attaquez pas le marché au complet. Cibler une région pour commencer. Pas plus. C'est pas par plus, c'est pas plus. Il existe 12 régions distinctes et réussir à faire les affaires dans une région pourrait ne pas fonctionner dans une autre. Vraiment concentrer sur une région. Le marché américain, comme j'ai dit auparavant, presque 40 fois plus grand que celui du Québec. Seulement le marché de Californie est plus gros que l'ensemble du marché du Canada en ensemble. Et il faut vraiment déterminer systématiquement dans quelle région concentrer vos efforts. Il y a des aspects démographiques, des aspects structurels de l'industrie. Il faut vraiment cibler. Sixièmement, valider votre proposition de valeur, votre value, votre elevator pitch, your value proposition. Perfectionnez-la. Être capable de dire dans 2 minutes. Vous avez 2 minutes à le faire pour quelqu'un que vous rencontrez. What have you got? What does it do for me? Si c'est mal fait, que c'est pas clair, ou que ça ne répond pas aux besoins des clients ciblés, vous irez nulle part avec eux. Septièmement, ayez un site web et du matériel de promotion avec un langage américain. Évitez à tout prix les structures de phrases à la française ou des apparences de traduction littérale. Les gens reconnaissent immédiatement, c'est pas une entreprise américaine. It's different. They don't get it. OK? Et je vous suggère fortement d'engager un expert pour ce genre de travail. Ça peut faire un turn-off assez rapide d'un client potentiel américain s'il voit que c'est pas dans un langage qui est habituel pour eux autres. Huitième, dotez-vous d'une adresse américaine, même s'il est virtuelle. De plus en plus, on emploie virtual offices aux États-Unis pour une location, à long terme d'un pied à terre, soit à New York ou Chicago ou n'importe où.
pour quelque chose comme 250, 300 $ par mois avec un numéro de téléphone, quelqu'un qui répond au téléphone, tout ça, ça démontre sur la carte d'affaires ou site web que vous êtes engagé envers le marché, même si c'est une adresse virtuelle. Voici un exemple de comment le non-respect de cette règle a mal tourné pour une compagnie dans laquelle où est-ce que j'étais. Quelques années, j'étais engagé par une entreprise dans le domaine médical pour aider à pénétrer le marché américain. C'était surtout pour un projet un programme logiciel pour une compagnie pharmaceutique pour faire la gestion des maladies. Et puis, il y avait des compagnies américaines, produits pharmaceutiques, qui étaient intéressées à avoir la plateforme qui était faite par la compagnie de Montréal. Mais à chaque fois que j'allais, je visitais la compagnie, puis ils disent, tu sais, le fait que vous n'avez pas de présence ici aux États-Unis, ça pourrait nuire. Tu sais, vous dites que vous allez avoir éventuellement un bureau américain. Comment ça va de ce côté-là? Lors de la première rencontre à Boston, en plus de dire qu'ils étaient très intéressés, le client potentiel m'a demandé de nouveau, c'est que est-ce que vous avez encore votre point de service aux États-Unis? J'ai répondu que cela s'en venait. Et puis plus tard, quand le prochain slide, c'était une situation que j'ai vécue de retour à Montréal lors d'une réunion du conseil d'administration. Les administrateurs m'ont demandé qu'est-ce que ça fait, Tom, pour vraiment développer le business aux États-Unis. Et puis j'ai dit que ça prendrait une présence là-bas, même si c'est virtuel, mais une adresse américaine. Sans ça, ça ne marchera pas. Puis les administrateurs ont dit, ben on veut avoir un premier petit contrat avant de faire ça, même avant de dépenser 2000 $ sur une incorporation aux États-Unis ou dépenser 300 $ par mois pour une adresse virtuelle. Il dit, non, on veut avoir un premier contrat pour ça, avant de faire ça. Il dit, ça ne marchera pas, messieurs. Puis donc, quelques jours plus tard, j'ai retourné à Boston avec un collègue, un autre vice-président de la compagnie. Puis la première chose qui a été dit par les gens autour de la table, il y avait 5 cadres supérieurs de la compagnie, qui étaient très intéressés dans le logiciel en question. La première question, ils disent, How is your office here coming? Puis j'étais obligé de dire que ça s'en venait. Bon, ben, retourne à Montréal, le vice-président. L'autre vice-président, il a dit au PDG puis au membre du conseil d'administration, Tom avait raison, mais tu sais, les gens demandaient quand est-ce qu'on va s'établir aux États-Unis. Alors, 3 semaines après, on reçoit un courriel de la compagnie en question qui dit qu'on se doute de votre engagement envers le marché américain, et nous, et donc, peut-être on peut reparler de ça dans quelques mois. Il n'y a jamais eu le contrat, on n'a jamais eu la vente, et puis la compagnie n'a jamais développé le marché aux États-Unis. Ils ont vendu leur logiciel quelques mois, 2 ans après, à une autre compagnie. Puis face à cette difficulté-là d'avoir le conseil d'administration, d'accepter les conditions pour développer le marché américain, j'ai quitté. J'ai dit, il n'y a rien à faire avec un genre d'attitude comme ça. Et puis, donc, il y a un autre exemple du bon respect de cette règle. Un client œuvrant dans le domaine de la manufacture des fixtures dans la construction résidentielle. C'est assez récent, ça. Mais après 3 années de maigres résultats aux États-Unis, sans présence sur le terrain, même pas de bureau virtuel, rien, le client, finalement, cette compagnie-là a accepté ma recommandation d'avoir des bureaux virtuels à New York et Miami, les marchés les plus intéressants pour l'entreprise. Comme j'ai dit, comme j'ai mentionné avant, c'était très peu le coût par mois chacun, avec une adresse et un numéro de téléphone local. Donc, mais ce qui est arrivé, c'est que avec ces bureaux-là, avec numéro de téléphone à Miami puis à New York, les ventes ont augmenté de 300% la première année. Et la progression continue. Et récemment, l'entreprise a ouvert un 3e bureau virtuel en Californie et les appels continuent d'entrer. Encore une fois, c'est une démonstration. Faire ça, même si c'est virtuel, un bureau
virtuel, c'est une démonstration de votre engagement envers le marché. Et si c'est un bureau virtuel, j'ai jamais eu l'occasion, jamais eu la situation où un client potentiel allait voir, d'aller visiter le bureau lui-même. C'est que c'est bureau virtuel, c'est une solution très acceptable. Neuvièmement, ayez un homme d'affaires américain sur votre conseil d'administration comme aviseur. Cela vous éviterait des problèmes pour agir comme interlocuteur valable à des moments clés. Sur la question de la compagnie pharmaceutique qui avait un logiciel pour le marché américain, s'il y en avait un Américain sur le conseil d'administration, j'en suis sûr qu'il y aura pas eu le problème d'investir à maigre somme, du point de vue emplacement aux États-Unis. Et cette opportunité-là a été gâchée à cause de banales préoccupations avec une question de premier contrat même. Euh, et puis donc, ça a coûté l'établissement de la compagnie aux États-Unis. Dixièmement, avoir un plan d'action de choses précises à faire dans les 12 premiers mois. Pas plus que 12 mois. Avoir un plan des affaires très concret. Et let's say, where do we start? Who do we speak to? Qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, multiplier le total au niveau de budget, faire des projections de dépenses reliées aux initiatives, mais juste pour être conservateur, multiplier le total par 2 pour vous préparer les possibilités éventuelles. Mais il s'agit d'avoir un plan, un action plan. Donc, onzièmement, devenez membre d'une association d'affaires votre secteur aux États-Unis afin de développer votre réseau. Les États-Unis, c'est un milieu, c'est un marché d'associations industrielles. Euh, Beaucoup plus qu'ici, même si c'est fort au Québec, encore les États-Unis, c'est encore plus fort. Et au niveau du réseautage, au niveau des informations de ce qui se passe dans l'industrie, l'échange, le networking, c'est que ça marche très fort, ça marche très bien. Donc, si vous allez aux États-Unis, devenez membre de votre association industrielle en conséquence. Et finalement, n'essayez pas d'être ami ou trop familier avec votre client potentiel au début. Concentrez, focus sur ce que vous offrez. Et vraiment, ne parlez jamais de politique, c'est un sujet sensible. Pour dire que la majorité des hommes blancs aux États-Unis, dont plusieurs dirigeants de PME ainsi que des cadres d'entreprise, ont voté pour Donald Trump en 2016 et 2020. On sait généralement ici au Québec qu'est-ce qu'on pense de tout ça, mais il faut jamais le mentionner. Là, si vous êtes aux États-Unis, vous aurez des surprises. Et puis, ça pourrait être de faire un vrai turn-off, de parler de ça avec un homme d'affaires américain. Évitez la question. Donc, mais en respectant ces règles, j'ai allé assez vite quand même. En respectant ces règles, vous mettez une chance de votre côté pour votre développement aux États-Unis. Donc, je suis disponible ici pour les questions. N'hésitez pas à me poser des questions, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Tom, pour cette intéressante présentation. Est-ce qu'on a des gens parmi nous actuellement qui souhaiteraient poser des questions à Tom? N'hésitez pas là à activer votre micro et vous lancer avec votre question. Moi, Tom, j'aurais peut-être une question pour toi. Oui, Ici au Québec, on pourrait penser, et peut-être qu'instinctivement, les entrepreneurs québécois seraient tentés de faire affaire en premier lieu vers les États qui sont limitrophes au Québec, c'est-à-dire le Vermont, le New Hampshire, l'État de oui. New York. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est toujours une bonne stratégie à faire ou parfois il y a d'autres éléments à évaluer avant de peut-être aller vers, entre guillemets, la voie facile et de, par exemple, faire le saut tout de suite au Vermont lorsqu'on veut exporter aux États-Unis?
Mais d'abord, il faut savoir où est-ce que est la clientèle potentielle. Là, tu sais, c'est vraiment visé, là, si c'est un produit ou un service où est-ce il y a une concentration de clients potentiels, au Texas, à Austin ou Houston ou quelque chose de technologique, ou mettons Silicon Valley aux États-Unis. Euh, il, il faut vraiment regarder où est-ce qu'il y a la concentration de clientèle possible d'abord, plus intéressante. Mais si c'est quelque chose qui est vendu généralement partout aux États-Unis, pour être vendu généralement aux États-Unis, évidemment, il faut marcher avant de courir. Et puis, faut avoir des bons pas, quelque chose là, tu sais, qui est vraiment digérable, digestible. Puis, c'est probablement une présence dans New York, aussi dans le Vermont, pour tester le marché au Massachusetts, Connecticut, les États plus populeux, mais plus proches. Massachusetts, New York, Pennsylvania, Connecticut. Oui, c'est sage, c'est sûr. Et puis, les gens dans ces États-là sont plus habitués à travailler avec les Canadiens. Donc, là, tu sais, c'est question des considérations de juste d'être familier avec les Canadiens. Les gens de New York, Massachusetts, ainsi de suite, c'est beaucoup plus que quelqu'un au Texas, ou Oklahoma ou au Tennessee. Mais quand même, si vous avez votre produit, c'est dans un créneau où est-ce que la concentration de l'industrie est dans le Midwest, allez au Midwest. Si c'est en Californie, vas-y au Californie. Mais une fois à Californie, puis restez en Californie, développez bien la Californie, si c'est le cas de Californie. Si c'est le cas du Midwest, restez au Midwest, build it there, get started, get the experience. Do not go everywhere. Il faut vraiment, le marché américain, comme on dit, il y a une phrase qui dit, don't use a shotgun, use a scalpel. Tu sais, un couteau chirurgique plutôt qu'un machette, tu sais, peut-être c'est pas une analogie pertinente, mais quelque chose, je pense que ça reflète la réalité de ce que je veux dire là. Mais comme Merci, j'ai dit, Tom. là, les règles de base, euh, faites vos recherches, faites vos devoirs. Qui est là? Qui est dans la région? Où est-ce qu'ils sont situés? Qu'est-ce qu'ils font? Tu sais, c'est quoi leur force? Quoi leur faiblesse? C'est difficile de savoir complètement ces questions-là, mais le plus que possible. Ça va vraiment structurer votre approche face à des clients. S'il y a des gens qui désirent également nous écrire dans le chat pour poser des questions, n'hésitez pas, on va lire vos questions. On a une autre question. Selon toi, pour une entreprise québécoise qui peut-être est petite, on parle de TPE, très petite entreprise, qui désire aller aux États-Unis, quel est le meilleur moyen pour se faire connaître rapidement aux États-Unis? Allez, vraiment, faites vos devoirs. Tu sais, c'est quoi le créneau de votre produit aux États-Unis? Qui sera mettons, mettons, Massachusetts. Aller à Massachusetts, puis faire la recherche sur Google, là, tu sais, c'est qui sera des clients potentiels, là, tu sais, de ce que je fais. Qu'est-ce que, tu sais, l'entreprise en question. Et essayer de savoir d'avance, tu sais, des gens, tu sais, identifier des personnes chez ces compagnies-là qui sont appropriées. C'est-tu le directeur des achats? C'est-tu c'est le directeur des opérations? Et avoir leur courriel, leur adresse courriel, envoyer un courriel d'abord. Envoyer un courriel d'abord. Là, les gens ne répondent pas à leur téléphone. Là, vous avez du téléphone tag à l'éternité si vous essayez de rejoindre les gens par téléphone, quelqu'un qui ne vous connaît pas. Courriel, puis avec un bon message, qu'est-ce que vous avez, est-ce qu'ils sont intéressés à faire affaire avec vous, à au moins voir le produit, voir le service, commencer, de vraiment, avec un identifié au préalable,
des compagnies possibles des clientèles et puis des persistants, de persistance. Et puis de savoir, quand les gens qui sont intéressés, envoyer du matériel, ça se fait beaucoup plus par distance maintenant qu'en personne. Euh, Envoyer des choses par courriel, faire comme j'ai dit, comme on fait aujourd'hui, un webinaire, des discussions, tout ça, mais ils vont vraiment faire, cibler, euh, une série de clientèles possibles. Pas juste une, deux, trois, quatre, mais dans la même région, pour être capable de concentrer vos efforts de développement d'affaires dans un endroit, dans une région spécialisée. Ça, c'est dans le cas d'une compagnie, d'une société assez petite, là, mais euh, il faut, euh, il faut faire des premiers pas dans ce sens-là, là, c'est step by step. Autre question qu'on a ici, c'est pour une entreprise pour qui c'est la première fois qu'elle va s'aventurer dans un nouveau territoire anglophone pour développer son marché. Et cette entreprise-là hésite entre aller vers le Canada anglais ou encore aller vers les États-Unis. Quels conseils ou quels seraient les éléments de conviction, de motivation que tu pourrais offrir à cette entreprise-là pour aller aux États-Unis, pour poursuivre sa croissance? Ça dépend qu'est-ce que c'est le produit ou le service, ça c'est évidemment. Et puis, je peux difficilement répondre à la question-là en connaissance de cause. Mais tout ce que je veux dire, là, c'est comme j'ai dit lors de la présentation, les Américains sont beaucoup plus ouverts de quelque chose de nouveau que que des entreprises même de l'Ontario ou surtout de l'Ontario. Les gens de l'Ontario se méfient des choses qui viennent du Québec. Puis moi, je suis américain, c'est difficile, la misère à même en croire ça depuis que je suis ici, mais euh, il n'y a pas cette réticence aux États-Unis pour quelque chose de nouveau. D'abord, question de nouveauté. Donc, si c'est vraiment quelque chose de nouveau, euh, tu sais, euh, testez-le aux États-Unis en premier lieu. Euh, généralement, ce sera applicable ça. Ça marcherait beaucoup plus. Mais c'est un produit, un service qui est généralement utilisé ailleurs au Canada. On a capable de déterminer d'avance un peu au niveau de l'acceptation de ce genre de service ailleurs. Et là, les gens sont familiers avec le service, familiers avec le produit. En Ontario, peut-être c'est pas en entrave, c'est pas quelque chose de complètement nouveau. Mais la question de complètement nouveau, aller aux États-Unis d'abord. Dans le but d'aller aux États-Unis pour certaines communautés, est-ce qu'il y a des éléments importants à connaître au niveau de certains États, certaines réglementations qui sont spécifiques à ces États-là, dans le but de bien savoir vers quoi on s'avance et d'optimiser un peu notre développement commercial? Oui, oui. C'est un produit, un service qui est sujet à la réglementation. Il faut vraiment savoir les réglementations. Il a paru en servant de Google, là, de euh, building regulations. Là, quelque chose, c'est un produit de construction, tout ça. Là. Les, euh, les codes de bâtiment sont généralement aux États-Unis, d'un État à l'autre, ils sont très similaires. Mais il y a des différences. Il faut vraiment les savoir. Euh, et d'autres choses, peut-être la construction, c'est pas un mauvais exemple, mais il y a au niveau euh, vraiment, si c'est quelque chose qui normalement c'est réglementé, pour vraiment être capable il faut aller sur Google et dire uh, Regulations New Jersey for this, for that, pour ci, pour ça. La même chose dans les autres États que vous allez cibler. Encore, cibler où est-ce que vous commencez, là, c'est donne rien de passer du temps à savoir là, les réglementations dans 50 États. Si vraiment vous songez à vendre votre produit à New York, New Jersey, Pennsylvanie, Ohio, mais faut vraiment être. Ça, c'est des choses qui sont sujets à la réglementation. Il faut le savoir. Il faut le savoir state by state, État par État.
Excellent. Merci, Tom. Est-ce qu'il y aurait des gens qui souhaiteraient poser une dernière question à Tom aujourd'hui? Moi, j'aurais peut-être une question. David, est-ce que tu m'entends? Oui, absolument. Vas-y, Oui. Stéphanie. Bonjour, Tom. Bonjour Euh, je, Stéphanie. je pense que ce serait intéressant pour tout le monde si on profitait un peu de ta longue expérience couvrant plusieurs secteurs et peut-être au point de vue des changements dans différents domaines, mais aussi ton vaste expérience sur le territoire aussi américain. Est-ce que tu peux nous parler, Tom, d'évolution, de changement ou soit dans le landscape un peu de commerce entre le Québec et le US, des choses qui t'ont frappé, par exemple, ou, euh, ou même une évolution sur la perception des Américains face au Québec. Nous, on comprend que, bon, mais on est fort dans certains secteurs, certains domaines, on est très fort et on pense que le monde le sait. Mais de ton point de vue, avec l'expérience que tu as avec les entreprises américaines, est-ce que tu remarques des choses? They know nothing about what happens. OK. OK, we still Euh, have campaigning to do. ouais, je m'excuse pour l'anglais, là, mais c'est, je rencontre les Américains, puis j'ai compris, j'ai reçu une bonne phrase il y a quelques années, là, qui explique un peu la curiosité des Américains pour ce qui se passe au Canada. Là. It's like what's up in our grandmother's attic in her house. We Oh know there's dear. some cool things up there, but we don't really know what they are. OK. Et puis les Américains, ils savent pas ce qui se passe au Canada. Ils savent pas généralement qu'est-ce qu'on fait bien ici. Ils sont généralement ignorants qu'il y a des technologies ici vraiment formidables qui sont développées, qui sont applicables aux États-Unis de plus en plus. De centres comme ici à Montréal, au niveau de l'intelligence artificielle, c'est un mauvais exemple, c'est ici, il y a beaucoup de controverses pour ça. Mais au niveau de recherche pharmaceutique à l'époque, c'était très fort à Montréal, moins que maintenant, mais il y a des centres d'excellence au niveau de l'aérospatial ici. Au niveau, certainement, au niveau de toutes les technologies reliées à l'énergie. Mais les Américains ne savent pas ça. Donc, OK. il y a une certaine éducation à faire avec les Américains quand vous rencontrez. Et s'ils démontrent une certaine curiosité, il faut l'alimenter, là. Saisir, ouais. They don't really know what's up here. Mais de plus en plus, les entreprises du Québec réussissent à pénétrer le marché américain. Je dois dire, généralement, ils respectent les règles de base, là, ce que je l'ai dit. C'est sine qua non, c'est vraiment important d'avoir un plan, faire la recherche, tout ça. Euh, et puis, c'est une accélération des affaires aux États-Unis faites par les entreprises du Québec que je vois depuis que je suis ici. Il y a 20-25 ans, là, c'était juste des grandes entreprises au niveau des ressources, Mhm. de, euh, des matières premières et des grandes manufactures. Là, il y avait des branch plants, de fabrication d'auto. GM ici était à Montréal, tout ça, mais il y avait très peu d'entreprises fortes nées ici au Québec, là, qui faisaient une pénétration substantielle, systématique aux États-Unis. C'est pas le cas maintenant, ça marche. OK, merci. C'est quand même intéressant et surprenant d'entendre ça lorsqu'on fait référence à plein de cartes, les cartes des États-Unis qui démontrent le partenaire de commerce numéro un et souvent il y a des drapeaux du Canada un peu partout. Mais de ce que tu dis, c'est peut-être toujours dans les domaines traditionnels. On doit faire comprendre aux Américains que le Canada s'est diversifié énormément récemment. On doit toujours faire Non, ça devient de cette plus en plus diversifié maintenant. OK, OK. Super, merci, Tom. Merci, Stéphanie, pour la question. Merci beaucoup, Tom. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait poser une question à Tom? Oui, Archit. Donc, merci pour la présentation. Puis moi,
Je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit, avec mon expérience aussi, avoir vécu ici au Québec pendant 6 ans, c'est tellement intéressant. J'ai une question, c'est quoi une chose la plus importante à éviter complètement quand tu commences à faire l'affaire avec peu importe la région aux États-Unis, mais une chose qu'il faut absolument pas faire? À part parler de politique, etc., là, je parle plutôt de c'est business, what not to do. Don't try to be, essaye pas d'être trop friendly avec le personne en partant. C'est les gens, ils ont une certaine impatience avec ça. Vraiment être capable de dire, this is what I've got, this is how it can help you. Parler d'eux autres, parler de, mettez dans la situation qui est devant vous. What could they be looking for? Why would this product or service, pourquoi ce produit ou service pourrait m'aider? Tout ça. Et puis, il faut éviter à tout prix de perdre du temps de l'autre. Avoid losing his time. Ou even, Or même hers. perception qui perd son temps. Get right to the issue. And this is what I've got for you. This is how it can help you. And I'd be glad to prove it to you. See? So what's in it for them? Yeah, Just- what's in it for them? Merci. Merci, Archette, pour la question. Quelqu'un d'autre souhaiterait poser une question? Non? Je pense Encore, que tous c'était le tour. Ah, tous les commentaires que j'avais faits depuis le début, là, aujourd'hui, là, c'est dans les situations généralement person to person, one to one. C'est le développement d'affaires de base aux États-Unis que je vous parle. C'est, je parle pas de un projet d'acquisition de compagnie. Là. Ça, c'est une autre affaire. C'est vraiment le développement d'affaires day to day, de step by step, développement d'affaires, bâtir une business aux États-Unis. Donc, c'est dans ce sens-là que je réponds à des questions aussi, hein, au niveau des contacts personnels. En terminant, Tom, s'il y a des gens qui sont intéressés à te joindre pour peut-être te parler davantage, quels sont les meilleurs moyens de te rejoindre? Non, juste mon courriel, tom.creary@westbridge1.com. Et puis là-dessus, il y a m'envoyer un courriel, westbridge1.com, c'est un site, c'est le site de ma compagnie. Westbridge1.com, une version française, version anglaise, il y a des informations de contact. Vous allez voir, comment j'opère, comme aviseur, comme consultant. Et, soit m'envoyer le courriel ou aller directement sur le site web de la compagnie. Ça me ferait plaisir Excellent. de, de répondre à vos questions, savoir si je peux vous aider dans ce que vous songez faire avec le développement aux États-Unis. Eh bien, merci, Tom, pour le webinaire d'aujourd'hui. Merci pour ton temps, merci pour tes conseils et puis merci à tout le monde d'avoir été présent. On est très content de vous avoir accueillis aujourd'hui. Et en terminant, j'aimerais remercier une nouvelle fois le Consulat général des États-Unis à Montréal pour le partenariat que nous avons avec cette série de webinaires. Donc, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. À bientôt.